Salut Agatha. Salut Lirza. Comment vas-tu ? Je vais super bien. Ouais, c'est bientôt le week-end. Je vais à Bâle avec des copines, ça va être génial. Et toi ? Moi ça va bien, ouais. C'est un moment bien dans ma vie. Félicitations. Merci. C'est le fruit d'un grand travail. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Salut Elvire. Bonjour. Salut Elvire. Bonjour. Tu es ici sous l'impulsion du festival BDFil, qui est en cours actuellement à Lausanne depuis le 15 avril. Il reste encore 4 jours avec aujourd'hui, donc vous pouvez encore aller le voir. Nous avons été contactés par Léonore et Margot de BDFil. Salut Léonore et Margot. Merci à elles d'avoir pensé à nous. Et le but était que nous enregistrions un épisode avec une de leurs invitées, dans l'idée de pérenniser le contenu du festival et de le faire rayonner au-delà de l'audience habituelle de ce festival, qui est notre chère audience à nous. Salut audience. Donc je vais dire 2-3 mots sur BDFil. Depuis 2005, BDFil célèbre la bande dessinée de hier, d'aujourd'hui et de demain. Hybride et assembleur, BDFil offre un festival d'expositions et de rencontres ouvert à tous les publics. L'année dernière, le festival a fait une révolution en se déployant sur 2 semaines dans le quartier de la Gare de Lausanne. Cette année, le festival revient donc du 15 au 28 avril, vous avez encore 4 jours. Il met notamment à l'honneur des artistes comme Tom Tirabosco, Vamy et Krell, la Belgique comme pays invité et l'humour comme thématique annuelle à travers une dizaine d'expositions, des ateliers et une 50aine d'activités dont les mythiques duels graphiques. Parmi les expositions, BDFil présente les métiers de la BD et cette année, le festival met en lumière la profession des coloristes. Si fondamental au plaisir de la lecture du bande dessinée, le métier de coloriste est aujourd'hui encore méconnu dans l'espace francophone. Donc notre invitée aujourd'hui, vous avez compris, elle est coloriste. Coloriste, belge, et ma première fois en Suisse depuis mes classes de neige, donc je suis trop au taquet. Ah, trop bien. T'as pas eu le temps de voir encore beaucoup, tu viens d'arriver, si j'ai bien compris. Je viens d'arriver là à midi, j'ai juste vu l'hôtel, la rue de l'hôtel et la place de la gare. Ah, et le métro qui monte aussi. Et l'appartement des poissons. C'est déjà pas mal. T'as vu les choses les plus importantes de Lausanne déjà. Lol. Quelques mots pour te présenter Elvire et puis je te laisserai compléter parce que quand on te cherche sur internet, c'est toujours un peu les mêmes textes et dont une erreur dans ta date de naissance d'après ce que j'ai compris. C'est des vieilles bios d'il y a 15 ans et il faut changer des trucs. Exactement, et je te propose qu'on crée une nouvelle présentation d'Elvire en live. Donc ton nom complet c'est Elvire de Cock. Tu es née en 1979 et tu es une autrice, dessinatrice et coloriste belge. Ça, j'ai bon, je crois. Ça va, jusque-là. Tu as fait tes études à Saint-Luc à Bruxelles, d'abord en architecture, puis en bande dessinée, après avoir été piquée par le virus. Visiblement, il y a un virus de la BD. Pour moi, ça a été le virus Akira. Donc, génération Akira. D'accord. Okay. Manga, ouais. Donc, on parlera de ce virus et des influenceuses un peu plus loin. Aujourd'hui, quand le podcast sort, nous sommes le jeudi 25 avril, le public pourra encore découvrir ton travail au cœur de l'exposition De l'ombre à la lumière, les coloristes des artistes à part entière. Une exposition qui met en lumière le travail des coloristes et il y a aussi une approche historique sur votre travail. Il s'agit d'une commande inédite sur la base d'un même dessin. 6 coloristes de renom, dont tu fais partie, déploient leur créativité en proposant chacun et chacune une interprétation en couleur d'une planche créée par Frédéric Peters pour le festival. Donc il y a Elvire de Cock, Claude Gutt, Isabelle Merlet, Albertine Ralenti, Bruno Tati et Evelyne Tranlé qui ont mis leur créativité au service de cette exposition. Donc nous, Lirza et moi, avons visité l'expo ce matin. On l'a trouvée édifiante. On parlera un peu plus loin de ce que ça nous a évoqué. Vraiment, ça a été fort de voir à quel point un dessin peut se transformer en fonction de la couleur qu'on met dessus. C'est évident. Mais c'est vrai que quand on n'a jamais eu l'expérience de ça, c'est impressionnant à voir et c'est très beau. Et donc, à la sortie du podcast, tu auras également déjà participé durant le premier week-end du festival à 2 tables rondes. Coloriste, c'est un métier. Donc, première nouvelle. Le samedi 20 avril. Et autrice, c'est une bonne situation, ça, point d'interrogation. Ça m'intéresse de savoir parce que je suis en reconversion professionnelle. Donc, tu me diras si je peux bien gagner ma vie. Je n'aime pas cette hésitation. Donc, on voudrait, avec ce podcast, aborder différentes thématiques au sujet de ta pratique professionnelle, de ton expérience dans la bande dessinée, des femmes dans la bande dessinée en général, et face à la couleur dans le métier de coloriste, mais aussi dans le rapport que la société, disons, francophone met sur la couleur. Il y a quand même quelque chose entre le féminin et la couleur qui est assez fort dans notre culture, je trouve. Est-ce que ça te va comme programme ? Ça me paraît parfait. Au niveau de ta bio, tu voudrais ajouter quelque chose ? Oui, je fais ce métier
métier quand même depuis 17 ans maintenant, hein, donc voilà, je me destinais pas du tout à ça. J'ai quand même fait 1 an d'ingénieur, 2 ans d'archi pour finir dans la bande dessinée. En fait, j'ai toujours dessiné, mais plutôt en académie, donc des modèles vivants, des pommes, des poires, des oranges. Donc, passionné de fruits, quoi. Plutôt dans le dessin, dit académique. Enfin, j'adorais ça, hein, mais c'était pas un vrai métier, donc pourquoi se lancer là-dedans, donc, et en fait, en même temps que j'essayais ça, j'ai recommencé à lire de la BD, j'ai découvert les mangas, je commençais à dessiner de plus en plus pour moi. Ingénieur, ça n'a pas du tout marché. J'ai réussi l'examen d'entrée et puis j'ai heurté mon plafond de compétences. C'était trop. Du coup, j'ai basculé en archi en me disant il me faut un peu d'artistique quand même et tout. J'ai adoré histoire de l'art, les projets, les maquettes, la perspective, tout ça, c'était super. Mais encore le théorique, ça marchait pas, et je dessinais de plus en plus, et puis au bout d'un moment, le mur de l'évidence, donc j'ai passé l'examen d'entrée pour Saint-Luc en bande dessinée, j'ai fait mes 3 ans à Saint-Luc, 3 super années avec les copains, je rencontrais des gens qui étaient comme moi en fait, donc c'était trop classe. Des fois, tu peines à trouver ta voie, mais quand tu la trouves, c'est paf, ok. Et j'ai eu la chance, en sortant de Saint-Luc, de signer directement un projet aux Humano, sauf que les Humano, ils ont été en redressement judiciaire pendant le tome 2, et du coup là j'ai découvert le monde merveilleux des rebondissements du métier d'artiste indépendant, et en fait coloriste est déjà une reconversion. Ok. Donc pendant 10 ans j'ai dessiné avec des hauts, des bas, des années un peu difficiles, des moments où je publiais des trucs, mais c'était vraiment tu sais pas où tu vas être dans 6 mois, quoi. Soit tu réussis à signer une série de bande dessinée, et encore t'as toujours l'angoisse que l'éditeur l'annule. Comment ça se passe? C'est que tu viens avec une idée, tu rencontres une maison d'édition, puis ils signent ou pas? Comment ça se passe quand tu dessines? Tu montes un dossier, un peu comme partout, avec des planches d'essai. Alors déjà, moi je fais que dessiner, donc tu dois rencontrer un scénariste, donc tu vas toujours à 2. Sauf des fois, si vraiment ton dessin a tapé dans l'œil d'une maison d'édition, parce que de temps en temps ils croisent un dessinateuriste qui est, et ils font « Oh, toi !» et ils présentent des scénaristes, et donc là le projet se monte dans la maison d'édition elle-même, quoi. Le scénariste, c'est la personne qui a l'histoire en tête, qui a écrit un texte pour décrire un peu... C'est plus qu'un texte, c'est vraiment... les dialogues, c'est les dialogues, les prises de vue, c'est comme un scénario au cinéma, cadrage et tout, comme un storyboard, mais écrit, vue de haut, intérieur jour. Ok. Et donc, en fait, tu montes un dossier avec des recherches, 2 pages en exemple, et sur base de ça, l'éditeur, il dit... intéressé ou pas. Voilà, comme dans l'arène, avec le pouce en bas et le pouce haut, on prend ou on prend pas, et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est long de monter un dossier, tu digères déjà l'histoire pour faire 2 pages déjà abouties, des fois c'est 2-3 mois de boulot, pas payé en fait. Donc, il n'y a pas de subvention et tout, et tu montes, et quand ils font le pouce vers le bas, tu fais c'est un mélange compliqué d'ego, en plus si t'as vraiment besoin de taf, voilà, donc ça c'est des moments difficiles à passer quand t'es pas pris, et en fait moi j'ai manqué un peu de chance pour remonter des projets. Maintenant j'y réfléchis un peu en me disant pourquoi ça a pas marché, parce que des fois je regardais mes planches, je regardais ce qui sortait en librairie, je disais j'ai le niveau, j'ai voulu dessiner des histoires où en fait mon dessin était peut-être pas forcément en adéquation avec le public que ces histoires visaient. Par exemple, t'as un exemple? En gros, je crois que j'avais un dessin qui était un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire que j'étais un peu trop jeunesse pour des adultes et un peu trop adulte pour la pure jeunesse. Les éditeurs signent quand même, soit ils ont vraiment un truc qui leur tape, il y a un coup de cœur, mais quand même ils réfléchissent en termes de à qui on va le vendre. Et s'ils voient pas à qui on va le vendre, ils le prennent pas, quoi. Donc du coup, pendant ces 10 ans, j'ai quand même sorti 4 albums au dessin, j'ai fait un peu de couleur en dépannage, un peu de com, un peu ci, un peu ça, et mon éditeur de l'époque me dit écoute, t'as déjà fait de la couleur, mais si tu veux, je peux là, il y a tel album qui doit être mis en couleur, la coloriste arrête, c'est du Napoléon, il y a beaucoup d'uniformes, ça va être un peu compliqué. Je dis vas-y, file. Je fais, voilà. Là, j'ai mis le pied à l'étrier de la couleur, et soudain, il y a un truc qui s'est passé, et c'était merveilleux. C'était on me proposait du travail.
Je devais pas le chercher. Ah ouais, d'accord. Et là, j'ai fait, ouais, ok, bon, on va faire ça. Trop classe. 2-3 albums par an, de quoi survivre. Et en fait, chaque année, ça a été un petit peu en progressant. Au début, je me suis dit, ouais, je fais ça 2-3 ans, et puis après, je me remets au dessin. Mais j'ai droit à 2-3 ans un peu, je suis pas flippée de ce qui va se passer dans 4 mois. Et en fait, ça a tellement bien marché. Enfin, ça marche tellement bien qu'à un moment donné, je dis, bah non, mais en fait, ce truc que t'as fait pour te dépanner, en fait, c'est devenu vraiment ton métier et t'aimes ça. Finalement, t'es probablement plus reconnu pour ta couleur que pour tes albums au dessin. C'est pas dit que je redessine pas un jour, hein. Oui. J'ai envie aussi, mais voilà, là maintenant, mon vrai métier, c'est coloriste. Et j'ai envie, là, depuis 2-3 ans, plutôt pas mal. Donc, sur 17 ans, il y a 10 ans dessin un peu galère et 7 ans de progression vers le bonheur en tant que coloriste. C'est cool, bien. D'après ce que je comprends de ce que tu dis, il y a ce truc qui est quand même un choix pragmatique à un moment d'aller vers la couleur. Ouais, et finalement, c'est aussi une révélation. Comme une reconversion, en fait, mais un peu fluide. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous citer un peu est-ce que tu as des influences de BDistes femmes ou de coloristes femmes? Ouais, c'est un truc de réflexion. Dedans, il y a quand même Claire Wending, qui est une grande dessinatrice. En dessin pur de ce que j'aimais, effectivement, il y avait majoritairement des hommes, mais... Est-ce qu'à l'école, déjà à Saint-Luc, on n'enseignait que des hommes? Parce que nous, on est architectes tous les deux. Oui. Moi, par exemple, je réalise que pendant 5 ans en architecture, vraiment, on m'a enseigné que des hommes. C'est une honte. C'est après que tu découvres des architectes femmes. Moi, j'étais quasiment incapable de citer une architecte femme. Une architecte femme, quoi, ouais. Donc, est-ce qu'en BD, comment on enseigne? Mais c'est ça qui est rigolo à Saint-Luc. En gros, il y avait la section BD et la section illustration. En BD, sur 30, on était 3 meufs et 27 mecs. Okay. Et en fait, en illustration, c'était l'inverse. Donc, le truc jeunesse, en fait, il y avait que des illustratrices pratiquement et très peu, voilà quoi. Donc Toto l'ornithorynque, tout mignon et tout ça, c'est des nanas. Par contre, les motos qui pétaradent, c'est un peu cliché, mais c'était ça. Mais après, il y a eu dans la BD, il y a d'abord eu le manga, puis il y a eu le roman graphique, il y a les sujets qui ont changé, et ça se féminise vachement beaucoup quoi. Mais à un moment donné, moi j'avais des copains qui étaient profs dans une école à Paris, ils disaient c'est quand même bizarre parce que dans les classes, t'avais moite-moite. Sauf que en fait, à un moment donné, elle disparaissait. Même chose en architecture. Voilà, vers la professionnalisation, voilà. Même, elle dessinait mieux, elle disait mais non, elles sont plus au taquet et tout, et voilà, et on les perdait quoi. Et c'est vrai que je regarde ces 17 ans un petit peu passés, heureusement que j'avais le cuir un peu épais quoi, et que j'étais pas consciente de certains trucs, donc il y a des machins qui te glissent dessus sans vraiment te glisser dessus quoi. Quand t'es architecte, moi j'arrive bien à visualiser où peut naître le sexisme par exemple dans des salles de conférence, dans des bureaux. Quand t'es créatrice indépendante, par exemple tu t'associes à un scénariste, est-ce que c'est souvent des mecs les scénaristes? Puis après vous allez voir une maison d'édition, est-ce que vous vous trouvez face à des mecs aussi? Comment ça se passe? C'est quoi les choses qui t'ont glissé dessus et qui ont fait que t'as le cuir solide en fait? Dans quelle situation? Moi quand je suis arrivée, t'avais une nouvelle génération qui arrivait, donc justement issue des mangas, parce qu'il y avait d'autres thématiques, on quittait un peu le franco-belge plus classique, les Lucky Luke, tout ça, voilà. Mais après les choses déjà un peu plus BD adulte, Métal Hurlant, la BD de SF, les Blueberry, toutes ces choses-là. C'est vrai que quand t'essayes de te souvenir pour t'identifier en tant que femme à des personnages de bande dessinée, quand t'es ado, moi, ma génération, j'ai réfléchi, il y avait Yoko Tsuno, mais il a fallu attendre de lire des mangas pour avoir quand même un peu des personnages... Parce que les mangas ont apporté quoi de différent par rapport à la BD franco-belge? Moi, je rigole souvent, des fois, quand des copains essayent de dessiner des mecs sexy. Vas-y. Mais en fait, c'est drôle parce que ils pensent dessiner un truc sexy, mais en fait, ils dessinent un mec sexy pour plaire aux mecs. Vas-y, comment ça veut dire quoi? C'est un mec sexy selon leurs critères d'homme, alors que c'est pas forcément les mêmes que nous. Le truc justement qui est sexy, mais qui est pas évident qui est sexy. Ils mettent quoi? Ils mettent des gros muscles, ils font quoi? Ouais, peut-être pas jusque là, mais on est quand même dans de l'homme quand même un petit peu viril, voilà, mais comme il y a quelques années, quoi, tu vois. La masculinité hégémonique, un truc luisant et musclé. Et c'est normal, tu dessines quelque chose qui te plaît à toi. T'es ton premier spectateur quand tu dessines. Mais j'adore. Pardon, qu'il soit à côté de la plaque sur ce que les femmes et les autres mecs trouvent sexy. J'avais essayé d'expliquer à un dessinateur pourquoi faire des dessins avec des manches relevées. Tu vois, tu dévoiles les avant-bras, la puissance de l'avant-bras et tout ça. Bref. Il disait, mais non, mais je comprends pas pourquoi c'est sexy les manches relevées. Oh là. Écoute, là, il y a du boulot, quoi. T'expliquer 2-3 trucs. Et dans les mangas, je
pense qu'il y a ce côté un peu, panache, dessin. Enfin, bon, après, il y a des clichés hyper toxiques dans le manga aussi. Hein, c'est pas, c'est hyper problématique. Mais du coup, je pense que ça comblait un petit peu un manque sur certaines histoires, sur des personnages, énormément de personnages. Il y avait beaucoup d'héroïnes femmes, en fait. Aussi, avec du caractère. Et qui sont prises sérieusement. C'est pas des trucs pour petites filles. C'est des vraies héroïnes. C'est des vraies héroïnes. Lues par les hommes et tout. Voilà. Je pense que ça séduit une génération qui a voulu envie de dessiner. Et les mangaka, eux, il y en a pas mal. Hein. Il y a Naoko Takeuchi, il y avait le studio Clamp à l'époque. Donc, via le manga, je suivais plus de travail de femmes. Et sinon, pour la couleur, mon influence, c'est surtout les peintres, quoi. Beaucoup d'hommes, que j'ai découvert il y a pas si longtemps une artiste qui s'appelle John Mitchell. Oh, c'est complètement abstrait, c'est des taches de couleur, mais j'ai pleuré à l'expo tellement c'était beau, quoi. C'est une expérience de couleur, mais totale. Je suis en train de me faire une espèce de palais mental de la couleur, et du coup, l'idée, c'est d'avoir tout pour, du coup, quand je suis devant la planche, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher de la doc. Alors, si c'est de la doc, c'est quand je suis vraiment confrontée à un truc spécifique pour lâcher un petit peu la couleur, parce que, voilà, je me suis tissé tout un dictionnaire, une bibliothèque, quoi. Et si on revient, du coup, sur la question du sexisme dans la bande dessinée. Du coup, oui, le sexisme, comme on a un milieu d'indépendants, quand j'ai commencé, t'étais invitée en festival, il y avait très peu de femmes. Moi, j'ai fait des festivals où t'es la seule femme invitée. Soit tu tombes sur un bon alignement de planète, tu passes un bon week-end, malgré le fait d'être la seule meuf, mais au bout d'un moment, tu t'aperçois quand même à ces festivals, tu vas en Converse et en col roulé, quoi. Donc, tu te mets quand même une forme d'armure. Moi, je me suis rendu compte que j'avais créé un peu un personnage à cette époque-là, quoi. Donc, tu deviens un peu un bonhomme, quoi. Tu te masculinifies pour être un pote. Donc, tu l'assimiles, t'en as pas forcément conséquence. Moi, ça, j'en ai pris conscience vachement plus tard. Tu rigoles à des trucs. Enfin, pourquoi j'ai rigolé à ça? Enfin, bon, bref. Tu te mets en mode automatique. Ça, c'est le truc. On le croise toutes dès qu'il y a une majorité de mecs dans le milieu du travail ou du... Voilà. Donc, c'est le mode caméléon. Au cool girl. Ça, c'est le truc relationnel. Donc, du coup, moi, j'ai 44 ans, donc je l'ai fait assez facilement, ce truc de bonhomme, parce que je me suis même pas posé la question, quoi. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, quoi. Enfin, à l'époque, il y a pas si longtemps, mais... Oui, puis le monde a beaucoup changé très vite ces dernières années. Ouais. Donc moi aussi, quand tu me dis 2003, je suis là genre, c'était à l'époque. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment. Ça a changé très vite. Il y a le truc vraiment direct, quand t'es au contact, parce que toi, tu bosses chez toi. Si tu vas pas en festival, t'es pas forcément confronté, voilà. Festival, s'il y a trop de mecs, ils sont un peu lourds, t'as plus trop envie d'y aller, ça peut être déjà un peu excluant, parce qu'en festival, tu rencontres des gens, donc tu fais des contacts. Ça peut t'aider pour travailler, évidemment. Et, tout ça. Et l'autre truc sexiste, ça change aussi, mais lentement, c'est que les réseaux sont masculins. On a qui dans ce réseau? On a genre les scénaristes, on a les maisons d'édition. C'est quoi les métiers? Les réseaux, c'est pas non plus au stade de la poignée de main secrète, c'est plutôt que, en fait, les potes, quand il y a une opportunité, ils pensent à leurs potes. Qui étaient au festival avec eux. Voilà. Et qui a ri aux blagues sexistes. Et qui en a remis une couche. Et ils le font de manière totalement innocente. Ton réseau, c'est un peu ton cercle, tes amis. Et comme les réseaux sont plus masculins, donc des opportunités possibles, ou même sur des boulots peut-être même un peu plus alimentaires, tu recommandes moi je peux pas le faire, mais il y a machin qui peut le faire. Donc à ce niveau-là, voilà. Là, ça change un petit peu parce que les sujets porteurs dans la BD évoluent, parce que le public aussi se féminisent et qu'elles ont envie d'autre chose que certains sujets. Donc, à voir s'il n'y a pas un petit effet de mode. Donc, il faut voir si ça va s'installer, cette tendance. Mais du coup, comme il y a un peu plus d'hommes, les potes, ils ont un peu plus de visibilité. Donc, forcément, s'ils ont plus de visibilité, ils ont plus de ventes, ils ont plus de pubs. Donc, ils réussissent à se professionnaliser plus. Donc, du coup, ils sont mieux installés. Donc, on fait aussi appel à eux parce qu'ils sont disponibles et tout. Ouais, c'est l'engrenage, quoi. Et donc, c'est des mécanismes qui font, toi, quand tu te lances un petit peu dans la course en tant que femme, tu vas y arriver, hein, c'est pas... Mais il y a un peu plus de petits obstacles à sauter, et j'ai l'impression qu'il faut en vouloir plus
déjà, et avoir un peu plus... Être extra motivé. Ouais, voilà. C'est vraiment de l'extra motivation. Quand je dis le cuir un petit peu épais, ouais, moi je pense qu'effectivement, quand t'es un peu plus zen, et, du coup tu laisses des trucs un peu te glisser dessus aussi, ça simplifie des choses. Mais des fois, ça simplifie les choses pour qui ? pour toi, pour avancer, tu vois. Voilà, alors je vais choisir le déni et je vais avancer. C'est ça en fait, de fermer les yeux parce que sinon je fais quoi ? Ouais, pour te préserver un petit peu. Mais ça, en fonction de ton caractère, c'est pas toi qui choisis. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Enfin, si t'es un peu sensible, alors t'aurais pas le droit de faire de la BD. Enfin, Ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi. ça devrait pas être ça le critère, quoi. Et c'est là tu qu'on vois. voit que le milieu est pas safe, quoi, en fait. Parce que, Ouais. Le problème aussi de la bande dessinée, c'est comme tous les milieux artistiques, il y a ce côté un peu zone grise. C'est-à-dire que t'arrives, et là où c'est compliqué, c'est que en fait, tu vends tes dessins, tu vois, mais tu te vends toi-même en même temps. Donc du coup, il y a ce truc qui fausse un peu les choses aussi, parce que t'es dans un rapport un peu de séduction. Et ça, c'est un peu les aspects compliqués. Dans ce moment de séduction, typiquement, t'es face à une maison d'édition, par exemple ? T'es face à qui ? T'es au salon du livre, à Angoulême, je fais tout plein de trucs, enfin tu Ouais, vois, ok. tu te vends un peu, quoi, t'essayes de te rendre plus magnifique que ce que t'es réellement, même si tu es absolument magnifique. Mais... Oui. Donc en gros, le milieu de la BD, il a le même boys club que dans tous les milieux. Pareil. Les maisons d'édition, c'est que des hommes. Non. Ça, depuis une dizaine d'années, ça change aussi. Et quand toi, t'as commencé, c'était plutôt des hommes ? Alors moi, quand j'ai commencé, effectivement, des directrices de collection en bande dessinée, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Ok, il y en a plus maintenant. Et là, maintenant, t'as aussi des patronnes de maisons d'édition. Donc, t'as de la maison d'édition indépendante. Donc, il y a... ça va quand même beaucoup mieux, quoi. C'est cool. Tu vois vraiment le changement. Ouais. Ah, Et puis, il y a plus d'autrices. Nous, on s'est aussi beaucoup plus rencontrés. Moi, j'ai beaucoup plus de copines autrices que j'en avais au début. Ah, c'est chouette. Nous aussi, on essaye un peu de faire nos réseaux. Oui. En disant, je vais penser aux copines aussi. Moi, je trouve que ça change quand même. Les mecs font quand même aussi un petit peu plus gaffe pour des raisons, ça... Parce qu'ils ont peur. C'est bien. Le MeToo BD, il a aussi mis un gros coup de pied. Ouais. Et donc il y a un auteur qui s'appelle Bastien Vives, qui avait un grand succès dans la bande dessinée. Il a été dénoncé pour 2 choses principales. La première, c'est qu'il a appelé au viol l'autrice Emma, celle qui a sorti la bande dessinée, qui est connue pour la bande dessinée de la charge mentale. Elle en a fait plein d'autres, mais c'est elle la première qui a mis un éclairage sur la notion de la charge mentale. Donc il a appelé au viol pour la punir, en gros. En plus de ça, il fait de la bande dessinée à caractère pédopornographique. D'ailleurs, il devait être l'invité principal d'Angoulême cette année ou l'année dernière. Et Angoulême l'a désinvité, mais a gardé l'exposition sur lui, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas eu l'expo. C'est vraiment l'expo à Angoulême qui a mis le feu aux poudres. Et c'est à cette occasion que le collectif MeToo BD est sorti. Ouais. Donc on est dans les mêmes questions de la non-séparation de l'homme de l'artiste, etc. etc. Ouais. D'accord. Et ça, c'était quand ? L'Angoulême de l'année dernière. Ouais, donc d'accord. janvier 2023. Donc finalement, le MeToo de la BD a fini par arriver aussi. Et puis c'est là où vous vous êtes regroupés entre autrices, tu disais. Des copines avaient lancé le collectif Les créatrices de bande dessinée contre le sexisme. On est là depuis un petit temps. Ça avait été créé à l'occasion d'une expo, une énième expo, mais au musée de la bande dessinée de Bruxelles, qui voulait mettre à l'honneur le travail des femmes de la bande dessinée, mais ça allait s'appeler Filles et ça allait être tout rose. Ah, évidemment. Voilà, forcément. Donc, du coup, on a fait non, là, c'est trop. Vous n'avez pas fait oui, trop cool, merci. C'était à l'initiative de Jules Marot. On a fait non, c'est pas possible. On a écrit des articles et il y a eu des rencontres aussi sur certaines choses avec des politiques et tout. Il y a eu un grand moment où tout le monde était vraiment au taquet. Mm-hmm. Mais de temps en temps, quand il y a un gros événement et tout, on ressurgit comme ça. Ouais. Et voilà, et on est là. Et on avait sorti une longue liste de témoignages. C'était avant MeToo. Ah, c'était genre 2016. C'était 6 mois ou 8 mois avant. On avait fait une liste de témoignages avec des témoignages, certains qui sont... Voilà, et il y avait des gens, ils avaient l'impression de découvrir un truc, quoi. Parce qu'en fait, le problème de la bande dessinée, il y avait cette espèce de vision que comme on était tous rigolos et fun, et tous une bande de potes, et que personne n'est méchant dans la bande dessinée, ça n'existait pas. Comme dans le milieu de l'humour. Voilà. Hein, le stand-up en ce moment. Et du coup, on disait, non, on est trop gentils pour que ça se... Mais non, pas chez nous. Sexiste, pas chez nous. Ouais, pas chez nous. Et non, en fait, il y a des choses nazes chez nous aussi.
aussi, comme partout, en fait. Et quand même, il y a eu une prise de conscience. Trop intéressant. Et j'aimerais trop lire cette liste de témoignages que vous elle avez est toujours récoltés. en ligne. Elle est en ligne. Le nom du site, c'est bdégalité.org. Voilà, on est 200. Ah ouais. Donc bdégalité.org. On va vers le métier des coloristes ? Ouais. Cool. Pourtant si fondamental au plaisir de la lecture d'une bande dessinée, le métier de coloriste est aujourd'hui encore méconnu dans l'espace francophone. Longtemps attribuée aux épouses des dessinateurs, la couleur était une activité domestique jusque dans les années 50-70. Les femmes de l'entourage des dessinateurs prenaient en charge ces tâches, alors perçues comme annexes et qui restaient anonymes. Si les coloristes ont récemment commencé à être crédités, leur reconnaissance est loin d'être acquise. Aucun prix spécifique ne leur est décerné dans les festivals et une incertitude juridique sur la nature de leur travail demeure. Donc ça, c'est le texte que BDFil a mis en avant dans le cadre de l'exposition qui consacre au travail des coloristes. Avant de rentrer peut-être dans le détail de ce métier, je voulais faire un petit rembobinage et expliquer que donc l'avènement des coloristes, c'est justement le moment où l'imprimerie permet d'imprimer des dessins en couleur et que à ce moment-là, les dessinateurs sont considérés comme les artistes créateurs et que pour des économies de budget comme dans plein de métiers comme les femmes d'agriculteurs et tout, c'est les femmes qui commencent à colorier en fait, qu'elles font du coloriage pur et dur de façon à on paye une seule personne, ça va dans le pot commun de la famille et puis la femme fait le travail qui est le travail de sous-culture en fait. Et je trouve que cette thématique de la sous-culture elle est très intéressante parce que c'est une culture qui sert la culture dominante. Donc on est vraiment dans un vocabulaire de la domination patriarcale, l'assistante en fait du démiurge, du créateur. T'avais le créateur mec et puis c'est sa femme qui colorie ses dessins. Exactement. Puis elle était payée une petite fraction de ce que son mec était payé. Et pas cité. Pas cité, pas considéré. Un peu comme aujourd'hui ça subsiste, genre les secrétaires dans des entreprises de construction. Exactement. C'est souvent la femme de l'associé Ouais. qui tient toute la baraque d'ailleurs. Ouais. Et puis en fait... Comme la femme de l'agriculteur qui tient la baraque et qui vend Ouais. les œufs au marché et qui... pour moi, c'est le même procédé. Donc là, c'est intéressant. Ils mettent donc une mise en lumière de ce métier qui a pris aussi son envol avec les techniques qui ont évolué et puis avec le fait qu'on reconnaisse aux coloristes une part de la création de l'univers de la bande dessinée. Et j'ai envie de citer Nin Culliford, la femme de Peyo, qui décide que les Schtroumpfs sont bleus. Moi, quand j'ai découvert cette histoire, j'ai adoré. Et lui, il voulait qu'elle soit vert. Et c'est elle qui dit, non mais tu rigoles, ils vivent dans la forêt. Les Schtroumpfs verts. Les Schtroumpfs verts, mais quelle idée. Ils auraient été Elle dit, non nuls. mais surtout, on les voit pas dans la forêt. Mec, il faut qu'ils soient bleus, comme ça ils contrastent avec les arbres. Quel génie. Non, mais ce qui est incroyable. Non, mais, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que les Schtroumpfs, c'est un des personnages de bande dessinée les plus connus universellement. Même ceux qui ne lisent pas de BD ont une représentation des Schtroumpfs. Donc, j'aimerais parler de cette marginalité des femmes et du fait que ce soit entretenu encore et encore. Et puis aussi du rapport du féminin à la couleur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans notre culture sur... c'est les femmes qui décident les couleurs parce que c'est un truc féminin, la couleur. C'est pas sérieux, quoi. Ce qui est sérieux, c'est le noir et blanc. Enfin, je sais pas quelle est ton opinion là-dessus, mais moi, je trouve que dans l'architecture, en tout cas, en Suisse romande, il y a ce rapport de... Le sérieux, c'est plutôt des couleurs qui sont neutres, etc. Puis la couleur, on donne ça, encore une fois, à la secrétaire qui va décider si on va faire un mur rose ou un mur jaune, parce que c'est pas très intéressant, quoi. Et donc, il y a ce truc dévalorisant, en fait, par rapport à la couleur, alors même qu'elle construit l'univers, elle construit l'espace. Enfin, voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. J'ai du mal à dire si c'est un rapport féminin. Moi, je le vois pas parce que les coloristes amis que je connais, on est à l'équilibre. Voilà, en fait, historiquement, effectivement, il y a un moment donné où en fait, on a commencé à sortir énormément plus de bandes dessinées et en fait, on les vendait pas si elles étaient en noir et blanc. On a demandé à des gens de se professionnaliser, donc ils ont commencé à faire ça non-stop. 20-25 ans avec l'arrivée de l'ordi, le métier de coloriste est arrivé. Et lui aussi, petit à petit, s'est professionnalisé. Oui, parce qu'il a fallu maîtriser des outils techniques. Ouais, donc voilà. il a fallu former les personnes. Donc il y a une formation qui est née. Avant, c'était vraiment ce truc à la gouache dans la cuisine, quoi. Et je pense que oui. Puis je pense qu'il y a l'étendue aussi des bandes dessinées qui sont sorties. Il y a eu la révolution des années 80, 90. Enfin, les thématiques étaient plus tout à fait pareilles. L'ordi permettait certaines choses. Bon, il a permis des choses des fois horribles aussi. Mais j'ai du mal un petit peu à voir le rapport au métier sous le spectre du genre, en fait.
fait, je le vois plutôt par rapport à l'activité même, effectivement, c'est que dans le franco-belge, la chose noble, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est le trait, et il y a quelque chose où, en fait, le truc artistique, c'est le noir et blanc. Voilà, c'est celui qui est exposé, c'est l'original, enfin voilà. Et en plus, souvent, pendant tout un temps, il y avait quelques personnes qui mettaient de l'aquarelle sur leur propre dessin, mais le coloriste, il travaillait sur un bleu, une impression de la planche, mais la planche en noir et blanc, elle restait en noir et blanc. Donc il y avait quelque chose... Elle se suffisait à elle-même comme ça. Il y a quelque chose de sacré, c'est les tableaux, les originaux à nous. Et donc, en fait, la couleur, elle arrive parce que ça vend. Parce qu'on peut pas les vendre en noir et blanc. Enfin, si on vendait en noir et blanc, on vendrait pas du tout la même quantité. C'est un truc déjà un peu plus... les gens qui achètent les tirages noir et blanc, c'est déjà un truc un peu plus... Pointu, quoi. C'est les stades... Comment t'expliques ça ? Pourquoi on anoblit comme ça le noir et blanc ? Parce que la bande dessinée, contrairement au reste des arts créatifs, elle dessine. C'est du dessin. Ouais. Et le dessin, c'est le trait. Et donc, le noir et blanc, tu vois le trait. Tu vas dans un musée, par exemple, tu vois très rarement des dessins de peintres. Tu vois pas leur croquis préparatoire, tu vois la peinture finie avec la couleur. Ouais, tu vas pas mais vraiment, l'acte du dessin, ça et la narration, c'est ce qui définit notre médium en fait. Parce qu'on le déclare. On pourrait le déclarer autrement. On pourrait dire le noir ne se suffit pas sans la couleur parce que l'univers c'est celui-là. Je pense à une BD comme L'Âge d'Or où il n'y a pas de noir. Les traits deviennent de toutes les couleurs et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est déclaratif. De dire c'est le trait qui nous définit, on pourrait le dire autrement, on pourrait le faire évoluer vers autre chose. C'est le trait historiquement. Oui. Parce que maintenant, il y a tellement de choses et c'est génial. Mais pendant tout un temps, c'était ça, quoi. Et donc, il y a ce truc qui est resté dans une espèce d'inconscient collectif que quand tu rajoutes la couleur, tu abîmes la noblesse du noir et blanc. Ce qu'il y a, c'est que nous aussi, en tant que coloristes, on a progressé, on a affiné notre métier. Maintenant, nous, à la couleur, avec notre expérience et ce qu'on fait, on ajoute quelque chose. Bien sûr, évidemment. Voilà, on fusionne avec le dessin pour créer quelque chose qui est encore autre, qui est autre que le noir et blanc, mais qui a tout autant narrativement, qui raconte une histoire. Et maintenant, on en est à ce stade-là. Il y a quelque chose qui est encore resté au stade d'avant. C'est comme ça que moi, je le perçois, voilà. Oui. Peut-être quelqu'un d'autre dirait autre chose, mais... Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que c'est tellement vulgairement regarder la couleur que les dessinateurs, justement, avant, je voudrais savoir comment ça se passe aujourd'hui, mais ne s'intéressaient même pas à la couleur qu'on allait mettre dans leur dessin. C'est-à-dire que les femmes, quand on lit l'histoire du métier de coloriste, elles avaient le droit de faire un peu comme elles voulaient leur tambouille. Ils avaient peut-être une indication ou deux, parce que justement, comme tu dis, il y avait que le trait qui était valorisé, et comme il existait seul, vu que les couleurs étaient mises sur le bleu, et ce truc, ça l'intéressait pas trop. Et là, je me demandais si, avec l'avènement du métier de coloriste, est-ce qu'il y a un dialogue qui se noue? Alors oui, on travaille vraiment main dans la main. Il y a différents cas de figure. Moi j'ai quand même un style de mise en couleur, donc on vient me chercher pour ce que je sais faire, ce qui est déjà cool. Oui, évidemment. D'avoir déjà une marque de fabrique. Mais par contre, on fait des essais. Si ça plaît, voilà, on se lance dans l'album. Il y a certaines personnes où on fait « Ok, c'est bon, là actuellement je termine un album. » Je leur envoie les planches, ils sont top, Elvire, voilà. Je fais effectivement ma tambouille à moi. On me laisse faire, je livre, j'ai à peine 2-3 modifs. Il y a des dessinatrices et des dessinateurs qui souvent eux-mêmes se mettent en couleur, donc ils ont une perception un peu différente de leur dessin. Je pense que quand ils dessinent, ils voient déjà des valeurs, des trucs qu'ils imaginent quelque chose. Il y a certains dessinateurs qui imaginent pas plus loin que le noir et blanc, et souvent ceux-là ils disent vas-y quoi. Et d'autres qui imaginent mais là on tisse un dialogue, donc quelques petites modifs. C'est toujours intéressant, moi j'apprends des choses. En fait c'est tout le paradoxe du coloriste. Le job d'un coloriste, c'est de donner l'impression que le dessinateur dessine encore mieux. Parce qu'en fait, une bonne mise en couleur, c'est une mise en couleur qui va mettre en valeur les choses, mais qui va pas écraser le dessin. Oui. Une mise en couleur trop présente, qui correspond à un dessin, qui veut trop en faire, qui donne trop d'informations, ça peut flinguer une planche aussi. Hein. Oui. Il y a une question d'équilibre. Ouais. Et donc du coup, l'idée, c'est pas de passer devant en disant attendez, poussez-vous, c'est moi la coloriste, j'arrive. Ben voilà, donc c'est pour ça qu'on travaille un peu. Ce que tu décris, c'est toute bonne collaboration, ça doit ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on se sublime, on se met en valeur, on n'écrase pas l'autre, mais on met en valeur quand même notre travail. Mais j'aimerais juste dire un truc, je vais faire un coming out, moi je connais très peu la BD.
Heureusement qu'Agatha est là pour poser les questions pertinentes. Mais pour moi, comme ça, de l'extérieur, les BD que j'ai lus, des romans graphiques aussi, c'est d'une évidence que la couleur fait partie de l'œuvre, que la couleur fait partie de l'art, en fait. Vraiment, j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse dessiner et donner à quelqu'un d'autre et dire, mets la couleur que tu veux. Ça m'échappe complètement, je ne comprends pas. Je sais pas si c'est du coup un problème de genre, un problème de culture ou juste lié à l'histoire du métier. Il y a peut-être une question, en effet, on travaillait que à l'encre et comme tu dis, ça a mis sur un piédestal le noir et blanc et l'encre. Mais je ne peux pas imaginer qu'un artiste ou une artiste puisse dessiner tout un truc en noir et blanc et juste le donne à quelqu'un pour le colorier. Ça m'échappe. Pour moi, il y a quand même cette double domination, c'est-à-dire que soit le dessinateur ou la dessinatrice a fait les traits noirs et les donne pour être colorié derrière sans se mouiller, ce que tu dis Lirza, et dire colorie-moi ça, moi je sais pas faire, et puis ça m'intéresse moyennement. Soit au contraire, avec l'avènement de la couleur directe, donc les dessinateurs et dessinatrices qui colorient directement, ce dont tu parlais juste avant Elvire, qui eux veulent tout maîtriser et du coup ne souhaitent pas du tout être accompagnés par une personne dont ce serait le métier. Et je trouve que la zone grise, elle est au milieu, la vraie collaboration dont on parlait, où tu dessines en pensant à la couleur que tu pourrais faire, mais en même temps tu reconnais qu'une personne le fera mieux que toi, et que du coup là il y a un dialogue qui se noue et une vraie collaboration en fait. Moi c'est ça que j'imagine dans un truc où vraiment les coloristes sont mis à leur juste place, à savoir vous êtes des professionnels, vous êtes des artistes, vous avez des compétences que nous n'avons pas, elles sont reconnues, on travaille ensemble dans le but de l'objet final, tu vois. Quand un dessinateur ou une dessinatrice donne à mettre en couleur, il s'oriente quand même sur un choix déjà d'un coloriste dont il connaît le travail, et il aime quand même un petit peu le travail et les goûts, ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent. Donc on fait des planches d'essai, mais une fois que les planches d'essai sont validées, si ça marche bien, on peut dérouler comme ça. Il y a toujours une discussion en amont. Après, il y a des fois des discussions qui sont sur tout l'album, et puis il y a des albums qui roulent tout seuls, mais il y a quand même toujours un minimum d'échanges au début. Mais en fait, le poste de coloriste, il existe aussi pour des questions de production. Quand un dessinateur il met 1 an pour dessiner un album, en fait, s'il devait faire sa propre mise en couleur, les sorties seraient trop éloignées. Donc le poste de coloriste existe aussi pour permettre aux albums d'avoir des sorties un peu rapprochées et de ne pas perdre le public d'une série parce qu'il a dû attendre 2 ans et en fait il a déjà oublié le tome 1 quand le tome 2 sort. Ben moi je te trouve quand même trop humble. Parce que, non mais franchement tu devrais te la péter plus parce que c'est pas qu'une question de production, et je vais juste illustrer pourquoi je te dis ça, parce que je trouve que les femmes devraient se la péter plus quand elles sont aussi compétentes, et elles devraient se la péter plus tout court. J'ai pas mal feuilleté des choses que t'as faites du coup en prévision de notre rencontre, et je suis tombée sur cette BD qui est criante de ce que je veux dire maintenant. C'est La Bête, qui est en 2 tomes. Dans le premier tome, c'est l'auteur et le dessinateur qui fait la mise en couleur, et donc il n'y a que ces 2 personnes-là dans le premier tome, et toi t'interviens dans le 2e tome où tu fais la couleur, je dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai vraiment fait un exercice où j'ai ouvert les 2 bandes dessinées côte à côte et j'ai regardé comment ça avait été mis en couleur et tout, et pour moi, il y a un truc de l'ordre du virtuose dans la façon dont toi tu t'apposes la couleur. T'as une façon de traiter les gris colorés qui c'est incroyable, c'est une subtilité. Tu utilises des couleurs complémentaires de façon hyper subtile. La façon dont tu exprimes la nuit, c'est très beau. Enfin, t'as vraiment un univers coloristique qui est une compétence, un regard sur les choses. Et franchement, ça crie au travers de cette BD-là. Et du coup, j'aimerais que tu te la pètes un peu plus. Voilà, c'est ce mais que c'était une collaboration de ouf avec Franck. On s'est vraiment trouvés, et Franck le dit lui-même, et il dit rencontre a donné un truc encore mieux que le premier tome. Donc tout le monde. Mais tu n'es pas en couverture. Ton nom n'est pas en couverture. Pourquoi tu n'es pas en couverture? Parce que oui. C'est qui la maison d'édition? Ah ouais, dis non, j'ai oublié de le dire. C'est Dupuis. Ouais. Oui, Dupuis, alors, vous faites quoi? Vous faites quoi? Pourquoi elle n'est pas en couverture? Et puis, je trouve que t'as parlé de la bonne collaboration, mais tu te la pètes pas. Toujours pas. Try again. T'as pas entendu ce que je te dis. Non, ok, c'est bon, je suis super forte, c'est mais bon, quoi. Dupuis, vous faites quoi? Ça m'échappe. Et en plus, tu dois tourner 2 pages ou 3 pages, et après tu vois couleur d'Elvire de Coq. Je suis là, pourquoi? Genre, c'est un détail, la couleur, quoi. Ah non, mais franchement, faites-le en noir et blanc la prochaine fois, les gars. Mais oui, c'est ça, faites en noir et blanc. Excuse-nous, mais il faut quand même le dire, merde. Et je me répète, je suis à l'extérieur de cet univers parce que je lis pas beaucoup de BD. Je suis choquée qu'on puisse traiter la couleur comme un détail et la personne qui a mis la couleur soit en 3e page. Non mais vraiment, c'est choquant. Je comprends pas comment on peut pas parler de la couleur à ce point. Et du coup, ça va vraiment dans le sens de le métier historique, même si tu dis qu'il se professionnalise, et c'est la vérité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que BDphile fait une exposition là-dessus. C'est parce que il y a une problématique à mettre en lumière et qui est là, et que du coup, dans quelques années probablement, que tous les coloristes et toutes les coloristes seront
sur la couverture, j'imagine. Il faut qu'il y ait D'où un on s'en réveil. tape de la couleur. Vraiment, je ne comprends Ça pas. continue à dire seul le dessin compte. C'est qu'à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est le pourcentage sur les ventes. Let's go. On parle de ça. Parlons pognon. On parle pognon. C'est le sujet très compliqué. Du coup, ce moment où en fait le boulot de coloriste c'est globalement généralisé. Donc, quel BD où le dessinateur fait ses propres couleurs, maintenant c'est devenu quand même globalement la minorité. Un coloriste sur 80% des albums. On peut pas vendre les albums en noir et blanc, il faut des coloristes. Donc, et avant c'était tout aller dans l'escarcelle du monsieur qui dessinait et donc sa femme et voilà. Donc du coup, quand il y a eu cette espèce de création de poste qui a pas non plus été comme ça, allez viens, on va payer une nouvelle personne. On va créer un nouveau poste. Non, le truc, il a été un petit peu plus diffus et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, quand ça s'est systématisé, on aurait dû revoir le pourcentage des droits d'auteur. Et en fait, c'est globalement 10% pour le scénariste et le dessinateur. Chacun donc, ou à diviser à diviser sur le prix de vente. À ce moment-là, il y aurait dû avoir une espèce de discussion, mais il n'y a rien de plus explosé que les auteurs pour discuter d'un truc et tout. Enfin, les métiers, enfin, c'est compliqué, les métiers artistiques. Des fois, c'est un petit peu individualiste. Ça, c'est peut-être une idée de carrière. C'est ça que je vais faire comme carrière. Je vais pas dessiner. Individualiste. Je vais être individualiste. J'espère que c'est bien payé. Non, venir négocier pour vous les contrats. Je suis hyper forte en contrat. Tu me prends, Elvire. C'est ça. Agente pour les coloristes. Et donc, en fait, à ce moment-là, la part des auteurs sur le livre, elle aurait dû monter à 11%. Parce que le colorisme, bon, quand il a 1%. Sauf que, en fait... vous méritez plus alors que 1%, là, l'éditeur, hein, on va plutôt parler un petit peu de capitalisme et de trucs. Bah, l'éditeur, il a fait, ah ben non, c'est toujours sur les planches. Si le coloriste a un pourcentage, il faut que les auteurs lui rétrocèdent un pourcentage sur les pages. Donc, ils doivent prendre sur leur part. Le coloriste, il est un peu l'éditeur qui veut pas lui donner sur les ventes. Et t'as les auteurs, pas le métier le plus où tu gagnes le plus de sous. Bon, globalement, c'est un peu compliqué de rétrocéder des droits. Ça arrive de plus en plus, mais c'est sur leur part. Donc, c'est un cadeau de tes co-auteurs, en fait. En gros, c'est sur la générosité des co-auteurs. Moi, c'est les cas de figure que j'ai eu, quoi. Mais sinon, t'es payé comment, en fait? Je comprends pas, à l'heure? Non, moi, je suis payée à la planche. Mais one shot, du coup. En fixe, au forfait. Ouais. Alors oui, dans certains cas, il y a un pourcentage, mais qui a été prise effectivement sur la part des co-auteurs. C'est des politiques un peu de maison d'édition, on va pas rentrer dans les détails. Mais donc, du coup, en fait, t'es un peu le cul entre deux chaises, quoi. Parce que t'es tributaire de... En fait, t'es traité comme une nuisance. C'est ça le principe de la sous-culture. Je pense que c'est pas une nuance, c'est juste que on te laisse dans une espèce... T'es pas complètement reconnue comme autrice, parce que ça induirait des choses contractuelles qui feraient bouger trop les choses. Et voilà. Et je dis, ok, d'accord. Mais alors, on va me considérer comme un vrai prestataire, tu vois, avec des garanties d'un vrai prestataire qui apporte des châssis sur un chantier, quoi, tu vois. Il y a des avantages de ce côté-là aussi qui sont pas les mêmes, mais il y a moyen, quoi. Et en fait, non, tu fais quelque chose d'artistique, donc t'es quand même plus auteur. Donc il y a une espèce de vide où on est entre deux, ni prestataire à 100%, ni auteur à 100%. Parce que si t'étais prestataire, ce serait quoi les avantages? Tu sais, des garanties un peu comme un plombier, si jamais t'annules la commande au dernier moment, ou enfin des trucs de menuisier, de plombier, ou tout ça, où ils vont quand même toucher un truc en dédommagement. Enfin, je pense à des trucs un peu basiques comme ça. Tu factures ton déplacement, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis pas vraiment penchée sur la question, parce que j'aimerais aller plutôt de l'autre côté, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des trucs de contrat qui sont différents qu'avec les auteurs, quoi. Et donc, t'es un peu dans une espèce de non-dit contractuel. Les non-dits, en général, ça profite un peu à tout le monde, quoi, tu vois. À toujours les mêmes, tu veux dire? T'as l'effet boule de neige, donc il y a tout plein de ramifications, comme ton nom est pas sur la couverture, donc du coup, t'es reconnu, mais de tes collègues, du milieu, t'es pas forcément reconnu du public. Du coup, t'es quand même un petit peu invisibilisé. Par exemple, on parle très rarement de couleurs dans les chroniques de bande dessinée, donc... J'hallucine, ça. Mais parce que les gens ont même pas le vocabulaire pour. Enfin, moi, je vois les chroniques, j'hallucine qu'on en parle général, pas de je fais couleurs. de très jolies couleurs, où on a droit à une petite ligne. Parce que je ou veux des dire, les trucs. schtroumpfs verts,
C'est juste con. Merci. Et voilà, il y a tout plein de petites choses qui fait que les gens en fait se rendent pas compte que la couleur est là. Je pense après il y a des niveaux de sensibilité, mais je pense qu'il y a un truc en bande dessinée. La couleur, c'est le premier truc que tu vois. Après, en fonction de ton éducation un petit peu à la couleur ou des trucs, je pense que les gens ont tendance à ressentir la couleur et à pas forcément la formaliser intellectuellement. Alors que le dessin est déjà dans une analyse graphique, voilà, tu vas avoir un goût sur, tu sais pourquoi t'aimes un dessin ou t'aimes pas un dessin. Tandis que pourquoi t'aimes une couleur ou une couleur, c'est déjà, t'es dans le ressenti immédiat de la couleur parce que c'est ce qui est à l'extérieur et tout. Le dessin aussi. Mais justement, c'est là où c'est intéressant cette exposition de BD-Fil parce qu'on est obligé de se poser ces questions-là et je trouve que c'est un bon moyen justement d'éveiller les consciences à ça parce qu'avec ces 6 planches identiques mais du coup extrêmement différentes, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, vraiment, on s'est posé des questions en regardant, en se disant qu'est-ce que ça m'évoque, comment la lumière est créée, comment le volume est créé. En fait, ça participe grave à la narration aussi. Parce que selon ce que tu décides de colorer de telle ou telle manière, d'un coup, tu dis autre chose que ta voisine qui a décidé de montrer autre chose. Enfin, tu sais, sur ce personnage qui devient bleu d'un coup, et qui était rose dans la planche d'avant, ça donne une lumière qui est différente, ça raconte autre chose, en fait. Et la planche la plus bleue, c'était celle d'un garçon. C'est vrai. Ouais, et la plus rose, c'était celle d'Elvire. Non, mais pas vrai, mais la plus bleue, c'était celle d'un garçon. Ouais, j'ai une passion pour le rose, mais c'est parce que c'est une couleur hyper... Elle était facile, trop chouette, ta planche. Merci beaucoup. Tu la manies hyper bien, le rose. Ouais, j'ai une passion pour le rose mal aimé. Le mauve aussi. Le mauve, le rose, le violet, t'as une façon de l'utiliser, notamment dans l'expression de la nuit, que je trouve trop incroyable. Merci beaucoup. Mais pour revenir à ce que tu disais juste avant, qu'on peut analyser de manière académique un dessin, dire pourquoi on l'aime pas, et que la couleur, on l'attache plus au ressenti. Si on était dans une culture différente, on pourrait renverser le truc. Et dire, ah oui, le dessin, c'est un peu ressenti, puis la couleur, on peut l'analyser, on peut dire, c'est plus froid, c'est plus chaud, ça ressemble plus à... Ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Enfin, je trouve qu'il y a moyen d'analyser la couleur de manière plus scientifique. Ah oui, tout à fait. Mais collectivement, on a comme décidé de pas le faire, en fait. Comment t'expliques, toi ? Ouais, non, c'est pas grave, t'es pas obligé. Non, mais je pense que c'est juste qu'il y a des choses qui sont plus par rapport à ton vécu, par rapport à des couleurs qui toi-même vont te donner la pêche. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu direct, les yeux directement au sentiment, sans forcément une analyse qui mouline dans la tête. Moi, c'est le rapport que j'ai à la couleur. J'essaye de créer quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, avec la lumière. Je raconte une histoire à la couleur. Ouais. Ça, c'est indéniable. Je me raconte des petites histoires dans la tête, mais je pense qu'il y a quelque chose sur l'éclairage d'un rayon de soleil qui tombe sur une lame de parquet. Si tu le fais bien, je pense que c'est un truc qui peut évoquer... Tu sens l'odeur du bois, quoi. Voilà, évoquer un souvenir d'enfance, quasi comme la bouffe. Sensoriel. Ouais, c'est sensoriel, c'est beaucoup plus sensoriel que le dessin. Il y a des dessins extrêmement sensoriels, mais moi je mets en couleur des choses quand même assez réalistes. Je parle du point de vue de la BD à tendance réaliste, alors que non, il y a des trucs, effectivement, des dessins qui sont vraiment dans le ressenti total, même des choses quasi à l'abstraction. Il y a des BD qui sortent avec des déstructurations de la réalité, et c'est génial, quoi. Mais sur une histoire un peu plus dessinée, plus narrative, ma couleur, ça va être le petit truc... Je frotte mes mains pour faire sentir une espèce de petit supplément d'âme. Mais ouais, moi j'essaie directement de toucher le cœur, quoi. C'est drôle parce que toi tu dis un espèce de supplément d'âme, et pour moi c'est l'âme en fait. Ouais. Quand j'ouvre un album ou une planche, c'est l'âme, la couleur, et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre quoi quand on soit là. Je suis complètement d'accord avec toi, Lirza, et d'ailleurs c'est drôle que tu évoques comme ça ton travail parce que par exemple dans la bande dessinée Ladies with Guns, déjà les couleurs elles sont méga saturées, et puis t'as quasiment une couleur par planche selon l'ambiance. Tu vas avoir des verts hyper saturés avec des complémentaires orange et rouge avec les feux, les machins quand ils sont dans la forêt. Dans la nuit, t'as l'utilisation de ce bleu, de ce mauve. Les combats, il y a tout ce truc autour du rouge, du jaune, même les textes qui sont colorés, toutes les onomatopées qui s'insèrent dans le dessin, c'est hyper saturé. La plaine aux aurores, du mauve, un camailleux rouge jusqu'au violet. La nuit très claire, assez vive, qui donne plutôt des bleus saturés, des trucs un peu rois, avec les torches jaunes qui viennent se mettre en face de ça. Dans les planches campagne, où t'es un peu plus calme dans ces couleurs, mais ce qui me surprend, c'est que tu parles du petit supplément, alors même que quand on ouvre ça, on se prend des claques.
avant d'avoir vu quoi que ce soit d'autre, il y a vraiment, bam, l'univers qui nous heurte comme ça, et c'est incroyablement fort, quoi. Tu peux dire 2 mots sur cette BD parce qu'elle est incroyable. Alors, Les Ladies with Gun, c'est un western donc, qui est scénarisé par Olivier Bocquet, qui est dessiné par Anne Laure, dessinatrice. Est-ce que t'es sur la couverture? Non, je suis pas sur la couverture. C'est qui la maison d'édition? C'est Dargo. Vous faites quoi, Dargo? C'est un western où on suit 5 femmes donc, dans le milieu du western, et Olivier a jonglé un petit peu avec les codes de la femme dans le western. Donc c'est toujours un peu les mêmes. Donc il y a la femme courage, Madame Courage. Voilà, c'est Madame Et alors, Courage. Madame Courage, elle a les cheveux de quelle couleur? Elle est rousse? Ouais, souvent. Cheveux bouclés. Non, parce que c'est un peu une sauvageonne. Ah oui. Ouais, les blondes sont plutôt au saloon, tu vois. Et voilà. Donc, il n'y a pas 3 milliards. T'as la prostituée, t'as la femme du pasteur, mais des fois, c'est la femme courage aussi. Enfin, bon, bref, voilà. Et ils ont décidé de faire un western. Donc, on allait un petit peu bousculer les clichés. Voilà. Et ça, c'était ce dont ils avaient envie dès le départ. Ils voulaient aussi bousculer les clichés dans les couleurs. Anne-Laure et Olivier visualisaient des couleurs hyper pop. Parce que quand tu ouvres les westerns plus traditionnels, enfin de l'histoire du western en général, ouais, c'est tertienne, voilà, le ciel est jamais vraiment très bleu. T'as l'impression de regarder des photos sépia. Ouais, quoi. voilà, c'est bonjour, Serge Leone est passé par là, quoi. Donc il y a ce truc-là, mais aussi parce que, voilà, pendant tout un temps, on faisait des couleurs très pastel dans les BD, parce qu'il fallait pas abîmer l'ancrage, fallait pas trop voler la vedette et tout ça, voilà, quoi. Et du coup, on en a discuté, et ben moi j'aurais fait une proposition de couleurs, on a fait des planches d'essai, ça leur a plu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une équipe super chouette. C'est parce qu'on aime bien tous se surprendre. Anne-Laure surprend Olivier dans l'interprétation un peu de certaines choses. Elle vient fourrer un peu son nez dans son scénario. Et moi, je viens fourrer un peu mon nez voilà, dans les pages d'Anne-Laure. Je prends le risque qu'elle n'aime pas. Ouais. En ce cas, on revoit un peu la copie, on change 2-3 trucs. Et des fois, elle m'a dit « Ouais, j'ai reçu des pages. Mais pourquoi elle a fait une aube rose alors que les Indiens massacrent, par exemple, là, dans le premier tome ?» J'ai dit « Moi, j'ai pris le contre-pied parce que je voulais une ambiance très paisible. C'est l'aube, c'est le petit matin, c'est zen, très calme, et pounks, soudain il y a un massacre, il y a du sang partout et tout, et j'aimais bien un peu ce décalage. Parce que la couleur, elle peut créer des décalages aussi, voilà. Mais j'ai pas découvert le fil à couper le beurre, hein. Au cinéma, on fait ça aussi. Non, mais tu le manies hyper bien. T'es trop forte. T'es trop forte en beurre. Parce que je me raconte une petite histoire. Et donc, ça fait partie des bandes dessinées où on a tous vraiment travaillé main dans la main, quoi. Trop classe. Chaque fois, quand on a terminé l'album, tous les trois, on est là. Ouais, on a fait du bon taf et tout, quoi. On est content, quoi. On est content de ce fait. Et apparemment, les gens aiment bien aussi. Donc, voilà. Mais il y a des alignements de planètes, hein, aussi. Il y a forcément des albums où on s'accomplit plus et d'autres. Il y a effectivement des albums où t'es un peu plus prestataire, quoi. Parce qu'il faut juste mettre les couleurs. Alors, moi, c'est pas dans ma nature de faire ça par-dessus la jambe parce que il n'y a pas une aventure humaine derrière. Donc, je donne quand même le meilleur de ce que je pense correspondre à l'histoire. Et des fois aussi, c'est agréable de faire un album de A à Z sans forcément avoir le cerveau qui bouillonne comme sur certains albums. Tu sais ce que tu fais, mais tu le fais bien. J'ai aucune idée du temps que ça peut prendre, juste par curiosité. Ça prend combien de temps de colorer une planche? En début d'album, je prends énormément de temps. Parce que chaque dessin a une grammaire. Par exemple, un ancrage avec beaucoup de noir. Justement, sur le Torgal, la jeunesse de Torgal, le dessinateur a un ancrage où il met des petits traits de partout. Ça fait un effet de trame. Ce qui fait que toi, t'es obligé de faire des couleurs super claires. Parce que si, quand tu rajoutes le noir dessus, t'as mis un bleu clair dessus et ton bleu clair devient bleu marine. Ah oui, et d'accord. il y a une espèce d'effet d'optique comme ça. Ouais. Et ça, c'est le boulot aussi. C'est parce qu'en fait, tu peux pas enterrer le dessin. Tu peux pas mettre du foncé derrière un ancrage trop lourd parce que alors là, tu ouvres la BD et c'est la nuit tout le temps. Donc ça, c'est pas possible non plus, quoi. Ça doit être très riche, de recevoir des dessins différents, de t'inspirer. Ouais, et puis des équipes différentes. Ouais, ça j'imagine. Et en fait, ça, par rapport au boulot de dessinatrice où j'étais toute seule, avec un scénariste et où je faisais mes propres couleurs, du coup, ça faisait une année un peu longue. Mais en couleur, quand je suis devant mon ordi, je
je sais où je vais avec détermination et panache. La couleur, c'est une évidence pour moi. Trop beau. Je suis arrivée à un point où, en fait, il y a des trucs, je les réfléchis même plus, quoi. Ouais. Et j'avais un ami à une époque qui m'avait dit, ouais, le dessin, la BD, à un moment donné, c'est de réussir à avoir le cerveau dans la main. C'est vraiment ça. Et en fait... Moi, j'ai que le cœur. Voilà. Et ma main, elle fait des choses toute seule. Et c'est magique. Ah, trop beau. C'est incroyable. Trop beau. Ça parle de compétences, de virtuosité, ça parle de connaître son métier, de l'aimer, de mettre toute son énergie dedans. Trop beau. Je me souviendrai de cette expression, c'était une magnifique conclusion d'avoir le cerveau dans la main. Merci pour cette belle conclusion, Elvire, et merci d'être venue au Poisson sans bicyclette cet après-midi avec nous. Comment c'était pour toi cet enregistrement ? Super chouette. Ouais. J'adore parler de mon métier. Quand on me lance sur le sujet, j'y vais, quoi. Ouais, c'est clair. Puis aussi de parler un peu de sexisme dans la BD, parce que même si les choses vont mieux, les piqûres de rappel sont nécessaires, et il y a encore quand même pas mal de taf. Ouais, il y a des trucs qui grincent et qui grattent encore. Hein. Et puis il y a quand même de l'avancement à créer concernant le métier des coloristes, parce que... Oui, alors ça, oui, il y a encore beaucoup d'avancement à faire, on est d'accord. Je pense que les choses vont finir par se faire. Après, c'est sûr que ça serait mieux si elles se faisaient plus rapidement, mais moi, je suis naturel optimiste, en fait. Donc, Parce qu'apparemment, on l'a pas dit, mais aux États-Unis, ça se passe vraiment mieux que dans le monde francophone pour les coloristes. C'est juste... Alors oui, mais c'est parce que depuis toujours, ils ont scindé les postes. Après, là, j'ai vu passer des tarifs sur les prix de page. Je pensais que vraiment la vie était 10 fois plus belle aux États-Unis. Et ça m'a pas paru si spectaculaire que ça, quoi. Je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience et les gens se rendent compte, que la couleur, maintenant, c'est vraiment devenu un incontournable de la bande dessinée, quoi. Et je pense que plus on la mettra en valeur, et plus les couleurs seront belles dans les albums aussi. Évidemment. Parce que je pense que plus on met en valeur quelque chose, plus il se tire vers le haut, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement du bon sens. Oui, c'est tellement évident. Ouais. S'il te plaît, le monde, écoute-moi. J'aimerais quand même parler des mots qu'utilise Michèle Ledeuf, qui est une philosophe et féministe française, et qui parle de déni d'existence et de déni de valeur. C'est exactement ce qui se passe avec les coloristes, à mon sens. Ouais. C'est-à-dire que déni de valeur, c'est que tu accordes pas assez de valeur pour les payer correctement, pour les citer. Déni d'existence, de pas les mettre en couverture. Et ça, c'est des critères d'exclusion et d'invisibilisation. Et donc, c'est absolument nécessaire aussi pour des raisons purement de justice et d'équilibre, et de payer les gens à leur juste valeur, de leur donner la valeur pour qu'ils s'expriment, et de leur donner la valeur aussi pour qu'ils vivent, tout simplement, bien de ce qu'ils font, de leur activité. Ben voilà, que les choses changent dans ce sens-là, quoi. Et que malgré qu'aujourd'hui, tu as aussi plein de coloristes masculins, je pense que tout ce que tu décris là, c'est évidemment ultra collé et lié au fait que c'est un métier historiquement attribué aux femmes. Et c'est souvent aux femmes qu'on fait un déni de valeur et un déni d'existence. Exactement. C'était comment pour toi, Agatha ? Bah moi, c'était super. J'étais vraiment ravie de te rencontrer, Elvire, et du coup aussi du travail que j'ai fait en amont pour te découvrir. C'était vraiment passionnant. Je suis hyper contente d'avoir ouvert les yeux sur le métier de coloriste. Vraiment, ça m'a... Une de plus. Ouais. Deux de plus. Ça m'a vraiment passionnée. J'ai trouvé ça beau. J'ai repris toutes mes BD en regardant ce critère-là, chose que je faisais pas, même si pour moi c'était l'évidence que c'était ensemble, mais je ne savais pas en fait que la personne coloriste n'était jamais citée, ou très mal, ou très loin. Et du coup pour moi il y avait ce truc, ce métier n'existait pas, c'était le dessinateur ou la dessinatrice qui colorisait. C'est trop cool de t'avoir rencontré, bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment très beau. Et un dernier mot, c'est que t'as de quoi te la péter. Ok, d'accord, je vais faire comme ça à l'avenir. Merci à vous, c'était super chouette. Et toi, Lierza, c'était comment pour toi ? Très sensible pour moi, parce que quand j'ai découvert le sujet des coloristes qui ne sont pas assez reconnus parce que historiquement ce sont des femmes, j'avais l'impression de connaître le sujet depuis 20 ans, alors que comme je dis, je lis pas de BD, parce que c'est tellement une occurrence commune chez les femmes, ça arrive avec tellement de métiers que j'étais là, ah oui, un de plus. Et surtout, parlant de couleur, ça m'a touchée au trip, parce que moi j'aime beaucoup la couleur. On n'a pas fait des parenthèses liées à l'architecture, mais il y a des sujets un peu similaires en architecture et dans d'autres domaines aussi, dans la mode par exemple. Donc j'étais très sensible tout de suite par rapport à ça, et je suis ultra choquée, vraiment, qu'on puisse regarder une œuvre graphique comme la BD et qu'on puisse dire « Ah, la couleur est un détail ». Vraiment, c'est d'un non-sens total pour moi que les autrices soient pas en couverture, et j'aimerais le dire comme personne extérieure. Et c'était vraiment trop chouette de te rencontrer, et c'est trop chouette de collaborer avec BDphil. C'est chouette de s'ouvrir en fait à d'autres personnes. Et puis voilà. Puis merci Agatha d'apporter ton expertise. Avec plaisir. Et tu vas pouvoir te faire signer ta BD par
Elvire. Exactement, je vais pouvoir faire la fan. Je vais faire la star. Oui, ça va être super. Et du coup, on va rendre l'antenne histoire de vivre nos vies de fans et de stars. Eh bien, c'était Les Poissons sans bicyclette. Exactement. C'est ça, hein. Oui. Un podcast lausannois. La musique, les studios d'enregistrement. Tout ça. Tout ça est créé par les Poissons sans bicyclette. On n'a pas créé les micros. Et n'oubliez pas que nous sommes un podcast indépendant et que pour pouvoir survivre, vous pouvez contribuer plutôt à notre survie en participant au Patreon, qui est patreon.com/lespoissons-sans-bicyclette, où dès 5 francs par mois, vous avez accès à du contenu exclusif. Qui est le prix d'une petite bière. Vous pouvez vous en passer une fois par mois. C'est même bien pour votre foie. Allez voir l'expo De l'ombre à la lumière, les coloristes, des artistes à part entière, qui est donc au Festival BDFIL en ce moment. Vous sortez de la gare, à droite, là, vous entrez à l'exposition, et vous montez sur l'escalier en échafaudage, c'est écrit le dernier bar du monde. Il faut redescendre et vous retrouvez l'expo en question, et vous verrez aussi la planche colorée par Elvire. Qui est notre préférée. Évidemment, c'est la plus belle. Merci Elvire. Merci à vous.